Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur les incidences en matière d'investissement immobilier, notamment en vue de faire de la location touristique de la loi Le Meur en vigueur depuis le 21 novembre. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Xavier Demezois nous accompagne tout d'abord. Bonjour Xavier Demezois. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier, mais aussi expert en location saisonnière. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Alban. Bonjour Alexis Alban. Bonjour. Vous êtes président de Logis, particulièrement spécialisé sur la location meublée. On va essayer de comprendre avec vous deux l'impact de cette loi Le Meur. Certains l'ont qualifiée de loi anti-Airbnb, en tout cas cette loi qui vient réglementer un peu plus les locations saisonnières. Il y a des aspects fiscaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des aspects en lien avec la rénovation énergétique ou avec la capacité des communes à réglementer chez elles la manière dont on peut réaliser de la location saisonnière. Xavier Demezois, est-ce que vous pouvez nous résumer pour un investisseur particulier ce que cette loi va changer? Alors effectivement, les députés ont adopté une loi qui est finalement ce qu'on peut appeler un couteau suisse, qui vient un petit peu restreindre la location saisonnière en France. Pour résumer, il y a une boîte à outils qui va être à disposition des élus de toutes les communes de France et qui va permettre à ces élus de voter des délibérations de conseil municipal pour réglementer au niveau local la courte durée et pour la durcir. C'est-à-dire que parmi les différentes mesures, il y a notamment l'interdiction désormais de louer des passoires thermiques en Airbnb. Il y a également... Ça, c'est au niveau national. Oui, ça, c'est au niveau national. Mais il y aura également un numéro d'enregistrement qui va être mis en place pour que les communes puissent surveiller un petit peu le nombre de locations qui sont opérées, pour pouvoir mieux réguler les choses. On aura également la faculté pour les communes d'abaisser le seuil de 120 jours jusqu'à 90 jours pour les résidences principales. Vous avez également un très fort durcissement des sanctions pour ceux qui louent leur location Airbnb, qui n'ont pas le droit de le faire. Les amendes, par exemple, passent de 50 000 à 100 000 euros. Voilà, donc vous avez tout un nombre de seuils. Vous avez également les intermédiaires immobiliers qui, désormais, sont concernés par cette situation. Puisqu'aujourd'hui, si jamais ils concourent à une infraction, ils ont la même amende sommairement que le propriétaire poursuivi. Donc, là, on parle éventuellement d'agences immobilières ou de conciergerie qui ne vérifieraient pas le nombre de jours de location. Par exemple. Et enfin, dernière mesure phare, j'ai envie de dire, ça concerne la copropriété. Puisque désormais, les copropriétés pourront, lors d'une assemblée générale annuelle ou extraordinaire, adopter une résolution qui dit que la location de courte durée est interdite dans l'immeuble dans certains cas, à la double majorité de l'article 26 et non plus à l'unanimité comme c'était le cas aujourd'hui. D'accord, donc on pourra plus facilement interdire, si je comprends bien, au sein des copropriétés. En résidence secondaire notamment et dans des immeubles qui, effectivement, qui ne sont pas commerciaux, dans des appartements, en fait, dans 90% des copropriétés, effectivement. On va avoir aujourd'hui une faculté ouverte aux copropriétés. Je tiens tout de suite à préciser que cette mesure, pour moi, me semble non conforme, et en tout cas sujet à débat. Et il n'est pas impossible, effectivement, que le Conseil constitutionnel soit saisi, en tout cas sur cette mesure de la copropriété. Bon alors, on reviendra vers vous dans un instant pour comprendre un petit peu les incidences et effectivement l'avenir de cette loi. Juste avant, Alexis Alban, il y a aussi un volet fiscal à cette loi. Avant, on avait une sorte de facilité fiscale lorsqu'on faisait de la location saisonnière, qui est remise en cause avec la loi. Tout à fait, il y avait une facilité et un avantage même fiscal à louer sur de la courte durée en meublé, typiquement sur Airbnb. Aujourd'hui, c'est remis en cause. À la fois, les seuils sont revus. On était à 77 000 euros, on passe à 15 000 euros de seuil maximum pour déclarer au microbic. Là, on parle de rentrée d'argent liée à une location saisonnière. Tout à fait. Ouais. Et le deuxième point sur ce sujet, c'est l'abattement qui était à 50% et qui passe à 30%. Ce qui crée un désavantage en fait pour la location touristique, tout en sachant que sur la location meublée traditionnelle, on reste bien à un abattement de 50%. D'accord, donc c'est juste la location touristique qui voit effectivement sa réglementation évoluer, pas la location traditionnelle. Xavier Demezois a résumé effectivement les autres mesures au-delà de la fiscalité. En tant que président de Logis, donc qui opère dans la location meublée, mais donc vous regardez de près quand même ce qui se passe dans la location touristique, cette loi, elle vous paraît trop dure pour un investisseur immobilier? On parle d'investissement dans l'immobilier en vue de faire de la location saisonnière, ou il y a encore des opportunités, il y a une possibilité de naviguer quand même dans cet environnement juridique? Alors c'est vrai que le législateur frappe fort, comme il l'a déjà fait par le passé, avec la loi Elan par exemple,
qui était aussi une approche dissuasive sur la location touristique. C'est vrai que pour nous, l'analyse qu'on a, c'est que ça va forcément avoir un impact pour les propriétaires qui vont devoir faire évoluer en partie, notamment les futurs propriétaires qui achètent un bien pour le louer en meublé, vont faire évoluer leur stratégie locative pour l'orienter plutôt vers du meublé traditionnel. D'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire du touristique, et on le sait, depuis des années on en parle, il y a chaque année ou tous les 2-3 ans un encadrement qui vient s'ajouter et qui rend la location touristique un peu plus dissuasive. Et du coup, c'est vrai que, voilà, encore une fois, aujourd'hui, ça s'impose aux investisseurs. Et là, en tant que professionnel de l'immobilier, vous dites on est dans un contexte dissuasif vis-à-vis de la location touristique. Je caricature, mais n'allez pas là-bas ou alors allez-y dans une stratégie différente. Alors, il y a toujours des possibilités. Donc aujourd'hui, ça concerne principalement. Donc il y a des sujets d'autorisation. On donne davantage de pouvoir aux mairies. C'est sûr que le propriétaire qui déclare au microbic n'aura pas la même rentabilité qu'avant. Après, il y a toujours des possibilités de tirer profit de la location touristique, notamment en faisant classer son logement, qui permet d'échapper à certains dispositifs que j'ai pu citer avant. Qui avant avait un abattement fiscal de 71%, ramené à 50%. Exactement, en lieu et place des 30%. Donc ça reste assez avantageux. Et il y a aussi toujours la possibilité de déclarer au réel, voilà, en fonction, notamment quand on investit pour faire des travaux ou qu'on passe par une conciergerie. C'est vrai qu'il y a un ensemble de charges qui permettent de réduire fortement l'assiette imposable. Et donc ça, ce sera toujours possible sur le touristique. Xavier Demezois, vous nous avez donné un certain nombre de mesures, notamment cette possibilité de donner aux mains des communes, mais aussi des copropriétés, la possibilité ou non de louer pour des propriétaires. Est-ce que ça crée un environnement un peu plus incertain quand même quand on parle d'investissement en vue de réaliser une location touristique meublée, c'est-à-dire que je mets de côté les propriétaires qui voudraient arrondir leur fin de mois avec un certain nombre de locations? C'est incontestable. Et j'ai même envie de dire, au niveau de la sécurité juridique, c'est dangereux, puisque vous avez des gens qui ont acheté des appartements il y a 2, 3, 4 ans dans des stations balnéaires en vue de faire de la courte durée. Il n'y avait aucune restriction, que ce soit dans la commune ou dans l'immeuble. Et aujourd'hui, vous allez une AG de copropriété qui, au mois de mai 2025, va vous dire on arrête. C'est terminé. Et là, il n'y a pas de recours possible. Justement, si, il y aura probablement une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui va quasiment de façon certaine être soulevée, puisque le Conseil constitutionnel, en 2014, dans des faits analogues, a censuré une telle disposition qui porte une telle atteinte au droit de propriété. Et aujourd'hui, une double majorité de l'article 26 vient dire à des gens, chez vous, vous ne pouvez plus faire ça. Donc c'est une atteinte quand même assez grave au droit de propriété qui méritera certainement un contrôle du Conseil constitutionnel. Voilà. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que ça évolue. En tout cas, aujourd'hui, c'est en vigueur. Donc, globalement, c'est la loi à l'heure actuelle. Donc, on peut avoir une question prioritaire de constitutionnalité peut mettre du temps avant d'être traitée. Ça veut dire que dans ce temps-là, on aura 1 an, 2 ans potentiellement, où on aura des interdictions. Après, ça dépend des communes et des copropriétés, mais c'est le sujet. Bien sûr, c'est le sujet, effectivement. Et aujourd'hui, il faut respecter la loi. Donc, il va falloir effectivement composer avec. Donc, voilà, il y aura peut-être un certain nombre d'assemblées générales qui vont être contestés en justice. Peut-être que ces procédures vont attendre que le Conseil constitutionnel se positionne. Moi, j'invite les propriétaires à ne pas hésiter à contester, le cas échéant, ces assemblées générales, puisqu'une assemblée générale qui n'est pas contestée devient définitive. Donc, il y aura, à mon avis, un vrai sujet sur ce terrain-là. Mais on pourrait même se poser la question plus généralement de l'apport de cette loi. On en discutait tout à l'heure avant votre émission, de savoir quelle est véritablement la portée de cette loi. Est-ce que restreindre finalement d'une telle façon la courte durée est intéressant ou pas pour les communes? Si on prend l'exemple de New York ou de Saint-Malo, c'est pas si pertinent que ça. Une question, Xavier Demezois, vraiment de décryptage, parce qu'on en parlait avec Alexis Alban juste avant l'émission, qui disait qu'il ne faut pas confondre les discussions en cours actuellement pour le projet de loi de finances et cette loi Le Meur. Effectivement, on a pas mal de mesures intégrées dans le projet de loi de finances dont on se demande si elles vont rester ou non. Si jamais le projet de loi de finances était retoqué, ça n'a rien à voir avec la loi Le Meur, qui, elle, reste en activité, reste en vigueur pour le moment. Et ensuite, le sujet serait potentiellement devant le Conseil constitutionnel. Non, bien sûr. Non, mais là, on est vraiment uniquement sur des dispositions en termes
termes de copropriété, de restrictions de location, etc. Ces dispositions-là ne changeront pas, a priori. Elles sont là pour rester. Il va falloir composer avec. Effectivement, les gens aujourd'hui qui louaient leur appartement à Paris, qui risquaient 50 000 euros, aujourd'hui risquent 100 000 euros, à l'heure où je vous parle. Donc c'est très sérieux. Donc il y a vraiment une boîte à outils aujourd'hui qui est en vigueur. Et j'invite vraiment les gens qui regardent votre émission à se pencher sur cette loi, puisqu'elle peut les concerner au premier chef. Alexis Alban, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un projet immobilier et qu'on se dit, effectivement, je ferai de la location meublée touristique, pour ne pas citer le nom de l'opérateur, ou au pire, je ferai ça si jamais j'arrive pas à trouver de locataire? Alors, il faut faire du cas par cas. Donc, on n'a pas la même stratégie à Angers ou à Paris. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est quand même d'aller chercher de la rentabilité, qu'aujourd'hui, la location nue, c'est pas forcément l'approche la plus intéressante en termes de rentabilité. On constate quand même que l'avantage de la location meublée traditionnelle et en partie touristique, quand on est dans le cadre légal qui permet de le faire, reste d'un point de vue rentabilité avantageux. Et donc c'est vrai que pour un propriétaire, un investisseur qui souhaite maximiser ses revenus, faire de la location meublée, alors pour le faire sereinement pendant 10 ans, plutôt traditionnel que touristique, c'est quelque chose qui reste très intéressant et qui n'a pas été remis en question dans le cadre du projet de loi de finances, comme ça avait pu être imaginé lors des discussions de l'été. Faire classer son logement, le logement en question, c'est compliqué. C'est une stratégie aussi, ou là, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand on peut le faire? Alors, c'est une stratégie, en effet. Ça suppose quand même d'avoir un certain standing. On ne peut pas faire classer n'importe quel logement. Donc, il y a quand même un investissement de la part du propriétaire à prévoir. Après, c'est une démarche administrative comme une autre. Et donc, ça reste tout à fait une option viable pour un propriétaire qui souhaite louer sur de la courte durée. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans ce décryptage de la loi Le Meur et l'impact sur la stratégie d'investissement immobilier. Je rappelle, Xavier Demezoc, vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et location saisonnière. Alexis Alban, vous êtes président de Logis. Merci à tous les deux et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.